Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 7-8 Week-end. Nous allons parler actualité mais aussi loisirs. Voici les titres de ce vendredi 26 février. Retour sur l'atterrissage réussi du rover de la NASA Persévérance sur Mars. Des éléments embarqués sur le robot ont été fabriqués dans les Yvelines. Focus sur l'entreprise 3D+ de Buc. Notre invité également pour en parler, Franck Montmessin, spécialiste de Mars et directeur de recherche au Latmos de Guyancourt. Nous parlerons également d'une idée originale, une colocation pour personnes âgées. Une mère et son fils veulent la créer d'ici 2022 à Équevilly. Enfin, nous vous proposerons aussi les idées sorties et loisirs de Célia Gatsongo avec de l'acrobranche et du jardinage. Juste avant cela, le Premier ministre Jean Castex s'est exprimé sur la crise sanitaire jeudi soir. 20 départements sont désormais placés sous surveillance renforcée, toute l'Île-de-France et donc les Yvelines. Cela veut dire notamment que la part des contaminations aux variants du Covid-19 est supérieure à 50%. Le gouvernement se donne une semaine pour décider si un confinement le week-end sera mis en place ou non. Autre annonce, la vaccination des plus de 65 ans devrait démarrer à partir du 1er avril. Et à quelques jours des 1 an du premier confinement, le 15 mars dernier, on s'en souvient, le directeur de cabinet du préfet des Yvelines, Thomas Lavieille, sera l'invité de l'émission Le Club de la Presse, présentée par Wilfried Richy. Une émission à retrouver à partir de ce samedi 27 février sur notre site internet tv78.com et sur notre antenne dimanche 28 février à 16h45. Également, dans l'actualité, un dépistage massif est organisé ce week-end à Chambourcy. Cela fait suite à de nombreux cas positifs aux variants sud-africains et brésiliens du Covid-19 détectés au sein des groupes scolaires de la commune. Comme l'indique la directrice départementale de l'ARS, Marion Chinali, sur Twitter, le dépistage aura lieu au gymnase Georges Gallienne samedi 27 et dimanche 28 février de 10h à 18h. Et l'ARS a également formulé une recommandation, celle de reporter la rentrée scolaire d'une semaine au lundi 8 mars prochain. Partons du côté d'une autre planète à présent. Retour sur l'atterrissage réussi du rover de la NASA Persévérance sur Mars, jeudi 18 février dernier. Nous en parlerons dans un instant avec notre invité Franck Montmessin, spécialiste de la planète rouge. Avant cela, dans ce rover, des composants ont été fabriqués dans les Yvelines. Exemple, une caméra fabriquée par l'entreprise 3D+ à Buc. Elle va permettre d'orienter le laser pour effectuer des prélèvements, les précisions de Nicolas Dandry. Elles ont fait le tour du monde, les images de l'atterrissage du rover Persévérance sur la planète Mars. Ce robot piloté par la NASA est un concentré de technologie. C'est le cas de l'instrument SuperCam fabriqué en France. Sa caméra prochainement en service a été produite par 3D+, une entreprise située dans les Yvelines. Elles permettent surtout d'orienter le laser pour savoir où le laser sera en train de tirer, ce qui va créer une poussière de la roche qui va être pulvérisée par le laser. Et puis les images vont être récupérées par la caméra et permettre d'analyser quels sont les éléments qui sont à l'intérieur de cette poussière. Amélioration de la qualité de l'image, de la performance des composants électroniques. 3D+ est spécialisé dans la production de ces technologies. Satellites de télécommunication, d'observation ou rover. Depuis 1995, cette société consacre 90% de son activité à l'industrie spatiale. Persévérance, pour nous, c'est pas une nouveauté dans la mesure où on était déjà sur le rover précédent qui s'appelait Curiosity. L'enjeu pour nous, c'est mettre à la disposition des scientifiques nos meilleurs savoir-faire pour qu'ils puissent avoir l'instrument dont ils rêvent pour essayer de découvrir l'origine de la vie sur Mars. Ça permet de tirer nos technologies vers le meilleur de ce qu'on peut faire et puis après, les autres produits plus classiques, je dirais, vont en bénéficier. Dans les prochaines semaines, Persévérance va commencer à utiliser cette caméra fabriquée à Buc. 3D+ a déjà en ligne de mire la prochaine étape de cette mission martienne. Ils vont collecter des échantillons et donc il faudra les ramener sur Terre. Donc ça, c'est les 2 ou 3 missions suivantes qui commencent à être en préparation. Et puis par ailleurs, nous on a d'autres activités plus classiques sur des satellites d'observation de la Terre pour la météo, la surveillance du climat ou des choses comme ça. 270 salariés travaillent au sein de cette entreprise. Elle réalise 70 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Pour continuer à parler de cet atterrissage réussi sur Mars, nous accueillons notre invité Franck Monmessin avec nous en visioconférence. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes planétologue, spécialiste de Mars, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Atmosphère Observation Spatiale, le LATMOS. Il est situé à Guyancourt et plus précisément à l'université Versailles-Saint-Quentin. Le LATMOS a donc participé à la conception des éléments que le rover Perseverance a emmenés sur Mars. L'un des éléments, c'est SuperCam. Le LATMOS a développé une partie de l'électronique du spectromètre infrarouge IRS. Qu'est-ce que doit faire ce spectromètre, Franck Monmessin ? Alors, c'est un spectromètre qui est une nouveauté, sachant que l'instrument SuperCam, c'est l'évolution de l'instrument ChemCam sur la mission de rover précédente. Et c'est un spectromètre qui est donc une nouveauté et qui inclut la capacité de regarder la lumière diffusée par les roches martiennes dans l'infrarouge. Et cette lumière peut être interprétée en termes de composition moléculaire et donc de remonter à ce qu'on appelle la minéralogie. Et en tant que spécialiste de cette planète rouge très mystérieuse et en tant que scientifique également, j'imagine que vous étiez quand même satisfait de l'atterrissage réussi de Persévérance sur Mars. Qu'est-ce que vous ressentez lorsqu'une mission se passe comme cela ? Disons qu'en fait, c'est une mission qui est dans la partie finale extrêmement complexe et qui requiert vraiment des prouesses technologiques pour arriver à ses fins. Et donc, il y a toujours une forme d'angoisse parce que quand on voit le cheminement depuis la Terre jusqu'à l'arrivée près de Mars, puis les 7 minutes de terreur que tout le monde connaît maintenant, on est très très anxieux et c'est une libération de savoir que le rover s'est posé son souci parce que a priori on a passé les étapes les plus dures et ne reste plus qu'après la phase scientifique dans laquelle nous on sera très très impliqués. Là c'est vraiment une réussite des ingénieurs de la NASA et du Jet Propulsion Laboratory à Pasadena. Et la phase scientifique, elle concerne aussi le cratère G0, donc c'est le cratère où s'est posé Persévérance. Il était rempli d'eau il y a 3,5 milliards d'années. Quel est l'intérêt de se poser dans ce cratère, l'intérêt finalement scientifique en particulier ? Alors en fait, on a détecté dans ce cratère des roches assez spéciales depuis l'orbite. Donc on a beaucoup de satellites en fait qui tournent autour de Mars et qui ont permis de faire justement ces relevés minéralogiques en orbite. Et un des instruments en question, c'est un instrument qui a été développé à l'université d'Orsay, Omega. Et ce type d'instrument nous a permis de savoir que dans le cratère, il y avait à la fois des roches carbonates et aussi des roches argileuses. Et ça, c'est vraiment le témoignage d'une activité d'eau liquide passée et qui a probablement resté pérenne pendant plusieurs dizaines de millions d'années. Et donc, on peut imaginer, comme ça s'est produit à un moment donné où la vie est apparue sur Terre, que ce lac aurait pu voir émerger une forme de vie assez élémentaire, mais néanmoins, elle présente toutes les bonnes caractéristiques pour s'y intéresser de ce point de vue. Alors le LATMOS est sur le devant de la scène internationale en ce moment. Il y a eu l'UVSQ-SAT, cette mission avec ce nanosatellite de SpaceX qui a fait beaucoup parler du LATMOS dernièrement. Et là, le LATMOS participe également à d'autres missions finalement sur la planète rouge. Alors je le rappelle, il a la responsabilité de l'instrument SPICAM qui survole Mars depuis fin 2004 et aussi l'instrument ChemCam qui opère à bord du rover Curiosity depuis août 2012. Quels objectifs pour la recherche scientifique, pour le LATMOS en particulier, qui nous concerne donc à Guyancourt, avec toutes ces missions sur Mars ? Alors, je voudrais juste faire un petit correctif. Dites-moi. S'agissant de Curiosity, c'est l'instrument SAM dont il est question. C'est un instrument qui est un petit peu différent de ChemCam, mais néanmoins qui est aussi sur Curiosity et qui est pas moins important. En fait, le LATMOS est intéressé à plusieurs disciplines dans le cadre de l'exploration de Mars. Alors moi particulièrement, qui m'occupe de SPICAM au LATMOS, j'ai beaucoup travaillé sur l'atmosphère et le climat de Mars. Donc on essaie d'améliorer notre connaissance sur la composition de l'atmosphère, de comprendre comment elle fonctionne, comment elle s'organise, ce qu'elle nous dit en termes de problématiques de ce qu'on appelle l'échappement, c'est-à-dire comment Mars a perdu au fil du temps son atmosphère. Et puis des collègues pas très loin de mon bureau travaillent eux sur plutôt la recherche de matière organique avec cet instrument donc de Curiosity. Et on est positionné sur tout un tas de missions. En fait, il n'y a pas grande
n'y a pas beaucoup de missions sur lesquelles on n'est pas, parce que justement, on a un panel d'expertise au niveau scientifique qui nous permet de nous insérer dans beaucoup de missions différentes. Merci Franck Montmessin, d'avoir été avec nous en tout cas aujourd'hui. Avec plaisir. Direction Équevilly désormais, c'est un projet lancé par une mère et son fils. Une colocation pour personnes âgées devrait voir le jour d'ici 2022 dans la commune. La maison déjà acquise par la famille est pour l'heure en travaux. Investissement prévu 400 000 €. Reportage de Justine Brasier et Agathe Perriou. Une colocation pour personnes âgées à Équevilly, c'est le projet de Nathalie et Mehdi. Objectif, proposer des services et une surveillance 24 heures sur 24 tout en continuant sa vie normalement, une alternative aux EHPAD. C'est une forme de all-inclusive où les personnes seront locataires de leur chambre meublée et aussi partageront les espaces communs. Vous avez pas mal de personnes qui vont en EHPAD parce qu'elles ont peur de la solitude. Et du coup, cette personne, entre rester chez elle toute seule et se retrouver en EHPAD, il y a la maison DB. Avec service pour la nourriture, les animations, sortir. Et ça, chez vous tout seul, c'est difficile de reproduire ça. La maison DB sera composée de 6 chambres, un projet qui fait écho à une histoire personnelle. Ma maman, en fait, en 2019, qui a fait un AVC et les médecins préconisaient l'EHPAD. On a lutté pour qu'elle n'aille pas dans un EHPAD. Elle est rentrée à domicile. On a mis en place tous les services nécessaires et on a vu en fait qu'elle progressait énormément. Pour l'heure, la maison est en travaux. Les 2 membres de la famille seront soutenus par le dirigeant des artisans bâtisseurs pour la partie technique. Il y a un agrandissement qui va être fait. Il faut donc gérer toute la partie administrative. Il faut gérer aussi la partie technique, les parties des fondations. Et tout ça, on a vite fait de se tromper et de faire des erreurs. D'autant plus qu'il va y avoir à l'intérieur, puisque c'est un établissement qui reçoit du public, des accès particuliers, il va y avoir des règles particulières et qu'il faut les mettre en musique avec l'ensemble des corps de métier. Acquise en juin dernier, la maison est située au 24 rue des Vignes à Équevilly. Le service devrait être mis en place début 2022, budget prévu 400 000 €. Comme chaque vendredi, Célia Gatsongo nous propose ses idées sorties et loisirs. Cette semaine, nous allons prendre de la hauteur. L'Acrocamp de Saint-Germain-en-Laye a rouvert le 13 février dernier. Depuis, le parc d'Acrobranche ne désemplit pas. Il vaut mieux même réserver à l'avance. Patrick Jacques de Dixmude et Astrid Bergère sont allés faire un tour. Regardez. Avec un beau soleil samedi 20 février, l'Acrocamp de Saint-Germain-en-Laye a fait carton plein. Presque toutes les places étaient réservées la veille, c'est-à-dire plus de 200. 7 parcours d'Acrobranche y sont disponibles. Il y en a pour tous les goûts. En fait, quand vous venez ici, on vous répartit sur les parcours en fonction de votre taille et de votre personnalité. Si vous êtes plutôt craintif, plutôt à l'aise ou plutôt téméraire, comme on dit, on vous est accompagné du début jusqu'à la fin dans le choix des parcours, dans l'initiation sur les parcours d'entraînement et dans les différentes activités qu'on propose ici. Le parc est récent, il a été ouvert en 2019. L'Acrobranche n'est pas la seule activité possible sur le site. On essaye de s'inscrire dans une démarche éco-responsable, donc on propose des courses d'orientation, des jeux sur le thème de la nature, anniversaire, team building et stages qui peuvent durer de 2 jours à 1 semaine. Le parc est accessible à tous, ces activités en extérieur permettent de se retrouver entre amis ou en famille. Vu que les restos sont fermés et les bars sont fermés, on s'est dit que c'était la seule activité possible à faire en plein air. On voulait réserver en fait finalement ce matin, mais c'était au complet. Donc on s'est dit qu'on passerait tout simplement sur site directement. Voir s'il y avait de la place et au final, on est bien tombé. On a l'impression d'être libre dans l'air, chose qu'on n'est pas sur Terre aujourd'hui. Donc le fait d'être dans l'air, c'est bien, on s'en libéré de tout ce qu'on vit actuellement, donc ça fait du bien au mental. Le parc ouvrira plutôt cette semaine à 10h pour accueillir davantage de clients. Après l'Acrobranche, nous allons parler de jardinage. Michael Midoro, le journaliste à la main verte, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous parler du jardinage en cette fin d'hiver. Alors tout à fait Célia, c'est une période plutôt délicate quand on veut se lancer dans le jardinage. Je vous rappelle qu'il y a 2 semaines, il faisait des températures négatives dans les Yvelines avec de la neige et aujourd'hui il fait presque 20 degrés. Une période vraiment traumatisante pour les végétaux, mais il faut se lancer dès à présent dans le jardinage pour avoir un magnifique jardin début avril. On écoute Étienne Désir, le paysagiste, il est également gérant de la boutique Les Jardins de la Vallée à Magny-les-Hameaux.
Tout se prépare en hiver. Au printemps, c'est le feu d'artifice, tout part en feuilles. On récolte ce qu'on a semé un peu en hiver, en fait. Voilà. Maintenant, on est dans les derniers temps de l'hiver, donc on a encore moyen de rectifier le tir, entre guillemets. On l'a compris, il faut commencer à jardiner dès à présent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Mickaël ? Alors, il faut bien nettoyer son jardin. Pour cela, on va utiliser un râteau. Il faut bien enlever toutes les mauvaises herbes et les feuilles mortes. J'insiste sur ce point, car sinon, on ne peut pas repartir sur de bonnes bases. On peut ensuite se lancer dans des plantations, mais pas n'importe lesquelles. On écoute Étienne Désir, il nous donne des conseils. On va commencer à planter, on va bientôt voir arriver dans les jardineries les vivaces, les graminées aussi, qui sont des plantes qu'on va avoir tendance à planter en fin d'hiver pour pas qu'elles pourrissent. Mais surtout, on peut finir encore de planter quelques arbustes, voire quelques arbres. Et pour ceux qui ont encore un peu peur de changement de température, on annonce par exemple 10 degrés la semaine prochaine, on peut quand même planter. Étienne Désir nous rassure. Certains végétaux ont pu très légèrement geler le feuillage. On va les rabattre très légèrement, ce qui va permettre de créer une réaction sur le végétal et de lui permettre de repartir de plus belle. Voilà, mais les petits gels qu'on a eus, il n'y a rien de dramatique en fait. J'espère que je vous ai convaincu, Célia, et pourquoi pas faire du jardinage ce week-end ? Voilà, en tout cas, c'est bientôt la fin de l'hiver. Oui, mais justement, j'ai du temps libre, je vais m'y mettre et je vais pratiquer vos conseils. Merci Mickaël pour toutes ces précisions. Depuis la crise sanitaire, la culture se fait en ligne et les bibliothèques de Versailles n'y échappent pas, elles non plus. Un site dédié aux collections patrimoniales vient d'être créé. Il se nomme La Sirène. Nous recevons aujourd'hui Vincent Eguélé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur de la bibliothèque municipale de Versailles. En ce moment, vous avez plusieurs expositions sur votre site internet. Est-ce que vous pouvez m'en parler ? Alors, c'est un portail qui est tout neuf, qui vient en complément du portail que nous avions lancé l'année précédente, qui était déjà issu de la réinformatisation de notre catalogue. Et donc, ce portail patrimoine qui s'appelle La Sirène est en fait une extension de notre pôle patrimoine et permet en effet à la fois donc de consulter le catalogue classique courant, avec notamment bien sûr un focus sur les collections patrimoniales, et aussi découvrir toute une gamme de services, donc les documents numérisés qui sont attachés aux notices de ce catalogue, et bien entendu des expositions virtuelles, des présentations pédagogiques, donc des supports qui peuvent aider un certain nombre d'acteurs de la culture, je pense notamment évidemment au corps enseignant, et des expositions virtuelles, comme vous l'avez dit, dont notre dernière qui a été présentée physiquement à la bibliothèque centrale avant que nous soyons obligés de tout refermer lors du deuxième confinement, et donc que l'on retrouve sous cette forme. Donc j'espère que nous pourrons d'ailleurs verser au fur et à mesure les supports des expositions précédentes qui avaient eu lieu au cours des années précédentes. Et peut-on consulter des documents anciens par exemple ? Alors oui, on peut consulter les documents anciens qui sont numérisés. Alors attention, ils ne le sont pas tous, ça prendra des années parce que nous avons des centaines de milliers d'ouvrages, de pièces de collection. Donc vous pouvez commencer à découvrir sur La Sirène un certain nombre de pièces parmi les plus emblématiques notamment. Je pense par exemple aux fameuses courses de test et de bagues, qui était le grand carrousel du roi de 1662, donc une mise en scène par Charles Perrault avec de très belles enluminures à la main. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts, toutes les formes si j'ose dire, et en fait évidemment c'est un outil qui est destiné aux chercheurs, mais pas seulement. Si vous souhaitez voir des belles images, nous avons aussi instauré une carte interactive. En quoi ça consiste ? Eh bien, cette carte, vous avez la carte de Versailles, et lorsque vous avez des documents qui sont en lien avec une rue, un bâtiment, eh bien vous pouvez retrouver des photos anciennes, des cartes postales, etc., en surfant sur cette carte.
Et alors, qu'est-ce que l'atelier numérique ? Alors, l'atelier numérique, ça n'a pas grand-chose à voir avec la sirène. L'atelier numérique, c'est bien un endroit physique qui fait partie du réseau des bibliothèques de Versailles. Le réseau, c'est donc 9 bibliothèques en tout sur la ville, et parmi celles-ci, l'atelier qui est un peu le petit dernier, qui a été lancé en 2016 et qui est en fait une sorte de médiathèque qui prévoit notamment, qui permet à la fois de se former aux outils Internet. Donc on sait que toute la population n'a pas un accès égal déjà à Internet, et en plus pour pouvoir faire réparer, par exemple, son ordinateur, suivre une session de formation, apprendre à utiliser les outils justement que nous créons à l'intérieur de la bibliothèque, mais pas seulement. Et puis, voilà, toutes sortes d'ateliers. Alors aujourd'hui, on essaye de les faire en ligne, puisqu'on ne peut pas recevoir physiquement les personnes, du moins pas en trop grand nombre. L'atelier numérique propose aussi des sessions de jeux vidéo pour les plus jeunes et les moins jeunes. Et peut-être d'autres projets sont à prévoir ? Alors les projets, oui, nous en avons bien sûr. Donc déjà, on va continuer à numériser nos collections les plus importantes, celles qui le méritent. Et puis nous allons continuer à implémenter des supports, du contenu. En fait, nous avons de très beaux outils. La sirène, elle tire son nom d'un ancien bateau qui se trouve dans notre bibliothèque centrale, un bateau du XVIIIe siècle. Donc, un bateau, c'est comme c'est une coque. Et il faut qu'on nous remplissions justement cette coque. Donc, on va trouver au fur et à mesure, en effet, des éléments qui vont pouvoir enrichir notre base. Et puis, ce que j'espère aussi, ce sont peut-être des contributions, par exemple, de chercheurs que nous pourrions mettre en valeur, notamment sur nos livres les plus rares. Nous avons quelques exemplaires uniques, notamment dans notre bibliothèque du XVIe, XVIIe siècle. Donc, pouvoir justement faire partager une recherche avec le plus grand nombre, là, nous toucherions vraiment à quelque chose qui serait de l'ordre de la bibliothèque idéale et la culture pour tous. Merci beaucoup, Vincent Aguilé, d'avoir été notre invité. Merci à vous. Bonne soirée. Et pour finir cette page loisirs, je vous propose une activité pour ce week-end avec une animation de jeu d'échecs pour les enfants de 5 à 15 ans proposée par l'association Sport et Loisirs des Bréviaires. Samedi 27 février de 14h à 16h, ils pourront s'initier à l'échec et maths ou faire des tournois dans la salle des fêtes des Bréviaires. Un protocole sanitaire sera mis en place. Et le 7-8 week-end continue avec Éléonore pour parler de l'actualité. L'actualité de la semaine, c'est Mélanie Poquet qui vous la résume en 78 secondes. Une visite dans le cadre du projet de loi Climat et Résilience. Aurore Berger, rapporteur du volet consommation, et Michel-Édouard Leclerc se sont rendus dans une grande surface du groupe ce lundi. Le plan France Relance concerne aussi le patrimoine. Le préfet de la région Île-de-France, Marc Guillaume, s'est rendu au moulin de Saint-Cyr-l'École et à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles. 2 projets à 9 et 30 millions d'euros. À Saint-Germain-en-Laye, le quartier de l'hôpital va se voir transformé jusqu'en 2026. Le Clos Saint-Louis est un projet d'éco-quartier, 5000 m² de commerce et 450 logements sont notamment prévus. Après un tournage le week-end dernier, la révélation du clip, le rappeur unimontain Curta a écrit un morceau sur Trap, une réponse à l'emballement médiatique après les propos du professeur de philosophie Didier Lemaire. Les gendarmes aux côtés de la population rurale du département. Dans plusieurs communes, les militaires investissent des bureaux pour recevoir les habitants. Et c'est un effet inattendu de la crise de la Covid-19. Plus de 20 000 entreprises ont été créées dans le département des Yvelines en 2020. Votre rendez-vous Legal Checking, aujourd'hui retour sur les arrêtés anti-pesticides. On écoute Vincent Couronne, fondateur des Surligneurs. Plus
Plusieurs maires ont pris, il y a quelques mois, des arrêtés anti-pesticides interdisant sur le territoire de leur commune l'utilisation de ces produits nocifs pour la santé. Sauf que ces arrêtés sont illégaux et certains ont en effet commencé à être annulés par le juge car l'autorisation des pesticides relève de la compétence nationale et pas locale. L'arrêté pris par le maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble, Éric Piolle, n'a pas encore été annulé. Mais l'édile voit bien venir le jugement sans trop se faire d'illusions. Éric Piolle a donc décidé de prendre les devants en prenant un nouvel arrêté, cette fois-ci anti-déchets, en considérant que les pesticides sont un déchet. J'espère que vous me suivez. Pour comprendre, il faut savoir que si les pesticides ne sont pas de la compétence du maire, les déchets, eux, ils le sont. Le petit tour de passe-passe du maire de Grenoble pourrait alors fonctionner. Sauf qu'il existe une liste officielle des déchets, une liste fixée par la Commission européenne, et que cette liste, eh bien, elle ne contient pas les pesticides. Il peut s'agir de déchets issus des pesticides, des emballages par exemple, mais pas les pesticides eux-mêmes. Et comme le principe en droit, c'est que les actes de l'Union européenne priment sur les actes nationaux et donc a fortiori locaux, eh bien l'arrêté anti-déchets du maire connaîtra le même sort qu'on prévoit pour son arrêté anti-pesticides, l'annulation par le juge. La morale de cette histoire, vous trouvez le droit amusant, mais ne vous amusez pas avec. Il s'en rendra toujours compte. C'est la fin de votre 7-8 week-end. Merci de l'avoir suivi. Une très bonne soirée et un très bon week-end.